est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce mercredi 8 juillet 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Algérie, États-Unis, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune reçoit un message de vœux du président américain Donald Trump à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Algérie-Tunisie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti. France, Marine Le Pen, repris de justice et candidate à la présidence en 2027, fait le point dans ce journal. Et puis, génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 73 110 martyrs et 173 599 blessés. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de vœux du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale célébré le 5 juillet. Dans un message, Trump a exprimé ses vœux les plus sincères, souhaitant au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité. Le président américain a également souligné que les relations algéro-américaines ont connu au cours de l'année écoulée un renforcement et un développement accru, saluant les avancées enregistrées dans le partenariat bilatéral, notamment en matière de soutien à la paix, à la sécurité, à la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il a en outre mis en exergue le développement de la coopération économique entre les deux pays au mieux des intérêts mutuels des peuples algériens et américains. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu également un message de vœux du président tunisien Kais Saïed à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Le chef d'État tunisien a adressé au président algérien ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux, lui souhaitant santé et bien-être ainsi que davantage de progrès, de résilience et de prospérité au peuple algérien sous sa conduite éclairée. Il a évoqué avec fierté et déférence les hauts faits et les épopées glorieuses du peuple algérien pour la liberté et l'indépendance, tout en exprimant sa fierté quant à la solidité des relations fraternelles et historiques unissant l'Algérie et la Tunisie. Kais Saïed a également réaffirmé sa volonté de poursuivre le renforcement de la coopération et de la coordination entre les deux pays au service des intérêts des deux peuples. Et le serviteur des deux lieux saints de l'islam, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, a de son côté envoyé un message de vœux au président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Il a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président de la République ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien, comme il a salué la solidité des relations fraternelles unissant les deux pays et les deux peuples frères, réaffirmant sa volonté de poursuivre leur renforcement et leur développement dans divers domaines au mieux des intérêts communs des deux peuples. Pour la même occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de vœux du prince héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman Al Saoud. Le prince héritier a adressé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président de la République algérienne ainsi que davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple algérien. Et dans le même contexte, le chef d'État algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de vœux du président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, dans lequel il a exprimé ses chaleureuses félicitations au président de la République ainsi qu'au peuple algérien, souhaitant à l'Algérie davantage de progrès, de croissance et de prospérité. Miguel Diaz-Canel Bermudez a réaffirmé sa volonté de poursuivre le renforcement des relations de fraternité et d'amitié historique avec l'Algérie. D'autre part, le roi de Bahreïn, Hamad
bin Issa El Khalifa a présenté également ses vœux au président Abdelmajid Tebboune ainsi qu'au peuple algérien à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Il a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux, souhaitant à l'Algérie davantage de progrès et de développement et de prospérité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu mercredi le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État chargé de l'Inspection générale des services de l'État et des collectivités locales, Brahim Barred, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et du conseiller auprès du président de la République algérienne chargé des affaires diplomatiques, Amar Abba, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, Azouz Balel. C'était pour moi un honneur de rencontrer son Excellence Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, dans le cadre de la visite que j'effectue dans ce pays frère pour la participation aux travaux de la commission algéro-tunisienne. J'ai transmis à son Excellence les salutations du président de la République tunisienne, le professeur Kais Saïed, qui a renouvelé par mon intermédiaire ses meilleurs vœux pour la fête de l'indépendance algérienne. Auparavant, à Alger, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a accueilli ce mercredi 8 juillet à l'aéroport international Houari Boumediene le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, qui effectue une visite officielle en Algérie dans le cadre de la tenue des travaux du comité de suivi algéro-tunisien. Et les travaux du comité de suivi algéro-tunisien ont débuté ce mercredi 8 juillet à Alger en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays respectivement, Ahmed Attaf et Mohamed Ali Nafti. Ce comité est chargé de suivre l'exécution de toutes les décisions de la grande commission mixte réunie en décembre 2025 à Tunis dans une allocution. À l'ouverture des travaux de ce comité, Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, a salué les progrès constatés dans la signature des accords entre les deux pays et évoqué le niveau de la coopération entre les deux États voisins dans les domaines politiques, sécuritaires et économiques. Économie à présent, le groupe Sonatrach a annoncé mercredi dans un communiqué la livraison de sa première cargaison de gaz naturel liquéfié à destination de l'Allemagne. Cette livraison qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification des exportations gazières du groupe algérien témoigne de la flexibilité commerciale du groupe et de son engagement à consolider sa présence sur les principaux marchés énergétiques internationaux. Le groupe vise aussi à consolider sa position de fournisseur clé et sa contribution au renforcement de la sécurité des approvisionnements énergétiques de l'Europe. Et le Fonds monétaire international a conclu, après une visite de 15 jours en Algérie, que les perspectives pour l'économie algérienne demeurent globalement positives. L'institution internationale a salué les efforts de diversification de l'économie, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des mines. Elle a évoqué aussi le retrait de l'Algérie en juin 2026 de la liste grise du GAFI, groupe d'action financière. Ce retrait est une reconnaissance internationale de l'efficacité des mesures prises par les autorités publiques pour renforcer la transparence financière de l'Algérie et la lutte contre le blanchiment d'argent. Le FMI s'est appelé à poursuivre les réformes afin de renforcer la compétitivité et l'investissement privé.
Et l'Algérie a annoncé la création d'une carte nationale numérique destinée à recenser, documenter et analyser scientifiquement les crimes environnementaux commis durant la colonisation française. Cet outil vise à localiser ces zones, à procéder à leur inspection et à réaliser des analyses physiques et chimiques des sols contaminés. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Environnement et de la qualité de la vie, Kautar Krikou, à l'ouverture de la première session des travaux de la Commission nationale multisectorielle chargée de la documentation des crimes environnementaux commis par le colonialisme français en Algérie. Pour rappel, la France a fait exploser 17 bombes atomiques dans le Sahara algérien dans les années 1960. Et en France, condamné par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen, chef du groupe parlementaire du Rassemblement national parti d'extrême droite, annonce qu'elle sera candidate à l'élection présidentielle de 2027. Elle pourrait faire campagne avec un bracelet électronique, un fait inédit dans l'histoire de ce pays. Commentaire Safwa Ben Sabel. Je suis candidate à l'élection présidentielle. Marine Le Pen sera candidate en 2027. Le voile est désormais levé sur la question qui agitait la scène politique française ces dernières 24 heures. Attendue aux fameux 20 heures de TF1, elle a fait 2 annonces majeures, sa candidature à l'élection présidentielle et sa volonté de faire appel de la décision de justice. Et donc ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et vous ne changerez pas d'avis? Non, je ne changerai pas d'avis, non. La chef de file du Rassemblement national est tout de même condamnée pour l'heure à 3 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds et à porter un bracelet électronique. C'est ce point en particulier qui gêne la candidate qui refuse de faire campagne sous bracelet électronique. J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Mais Marine Le Pen prend un risque majeur, celui de voir la Cour de cassation annoncer une peine d'inéligibilité couvrant les élections présidentielles. Plusieurs juristes estiment que la démarche est risquée. Pour certains Français, la candidature d'une candidate jugée coupable ne passe pas. Moi, je trouve honteux que quelqu'un qui est condamné pour une peine assez importante puisse se présenter à la candidature de la présidence de la République. Mais ce n'est pas encore joué puisqu'elle a fait un pourvoi en cassation. La course à la présidentielle se fait de plus en plus claire dans une France toujours en proie à un éclatement du paysage politique, doublé d'une polarisation croissante. Et justement, pour parler de cette affaire, nous avons avec nous en direct de Paris Sébastien Perimoni, secrétaire général du Parti Solidarité et Progrès. Bonsoir Sébastien. Tout d'abord, Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, alors qu'elle est condamnée de la prison et porte un bracelet électronique. Qu'est-ce que cela évoque chez vous ? Oui. C'est une excellente question qui soulève beaucoup de paradoxes, puisque en effet, nous avons tous écouté hier soir, lors du journal de TF1, Marine Le Pen annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, simplement quelques heures après avoir été condamnée par la justice. Parce que certes, aujourd'hui, elle n'est plus inéligible, mais le Rassemblement national, Marine Le Pen, sont condamnés par la justice. Et je rappelle que tous les candidats à chaque élection disent qu'il est évidemment impossible de se présenter si on est condamné, mais évidemment, quand ça les concerne, le sujet est différent. Et je dirais que sa conclusion était catastrophique, on l'a bien vu, elle était très mal à l'aise quand le journaliste Gilles Boulot lui a demandé que si son pourvoi en cassation était rejeté et qu'elle devait porter le bracelet électronique à partir de janvier ou février l'année prochaine, que se passera-t-il? Elle dit on verra, voilà, on verra, et puis de toute façon il sera trop tard pour changer, si vous voulez, le candidat. Donc Marine Le Pen pourra éventuellement être candidate sous bracelet électronique, ce qui est quand même un paradoxe, alors qu'on est en état de droit. Mais le problème, le deuxième fait important, c'est que malheureusement aujourd'hui, la France est devenue une fausse démocratie.
une démocratie contrôlée par l'argent. Les médias le disent. Les médias eux-mêmes qui sont contrôlés par l'argent avouent que pour être candidat à la présidentielle aujourd'hui, il faut énormément d'argent. Et c'est pour ça que d'un côté, vous le savez, à l'extrême droite, on a les Bolloré et Stérin et compagnie. Et à gauche, on a les Mathieu Pigasse et consorts. Donc on a un système qui est totalement dévoyé par l'argent et qui malheureusement aujourd'hui écrase, bafoue le droit, puisque comme l'a dit Marine Le Pen, on ne peut pas empêcher sa candidature puisque soi-disant la population le voudrait. Or malheureusement, si elle est condamnée, elle ne peut pas se présenter, c'est tout à fait logique. Et aussi les autres candidats. Il faut savoir qu'il y a des affaires similaires à la France insoumise, des affaires similaires dans les partis du centre, et républicains et autres. Donc on a tous ces partis qui utilisent ce système pour détourner de l'argent de l'Union européenne, du Parlement, de l'État français, en créant des micro-partis avec toutes sortes de magouilles. Donc on a tout ce système, je dirais, censitaire défini par l'argent, qui complexifie vraiment un vrai choix pour la population française. Donc on risque d'avoir une campagne où on verra Marine Le Pen s'opposer à la justice de ce pays, c'est-à-dire un combat contre le droit français, et donc qui risque d'alimenter, encore une fois, un certain nombre de faux débats à un moment donné où le monde est en train de plonger dans la guerre, le monde est au bord du chaos, on le voit avec l'accord en Iran qui a été à nouveau arrêté, la situation en Ukraine qui dégénère jour après jour, et malheureusement en France, on parle des détournements de fonds, on parle de la présidentielle, il n'y a que ça qui les intéresse. Merci Sébastien Perimoni pour tous ces détails. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Parti Solidarité et Progrès. Autre actualité de ce journal, l'image d'une alliance soudée face aux crises internationales n'aura pas résisté bien longtemps. À Ankara, les dirigeants de l'OTAN espéraient envoyer un message de fermeté à leurs adversaires, mais c'est une autre bataille qui s'est invitée au sommet. Iman Barad. Un sommet officiellement placé sous le signe de la sécurité qui se transforme en démonstration des fractures occidentales alors que les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis pour renforcer le principe de défense de l'Alliance. Donald Trump a réussi à monopoliser l'attention. Le président américain a remis sur la table un vieux contentieux. Selon lui, les Européens continuent de profiter du parapluie sécuritaire américain sans en assumer le coût. Le temps est monté d'un cran. Donald Trump a ciblé plusieurs alliés, dénonçant leurs faibles efforts de défense et laissant planer le doute sur la solidité des engagements américains si chacun ne respecte pas ses obligations. Je n'ai pas parlé à l'Espagne. L'Espagne est une cause perdue. D'ailleurs, nous ne voulons plus avoir aucune relation commerciale avec l'Espagne. Je voudrais que vous y mettiez fin. L'Espagne est un partenaire épouvantable au sein de l'OTAN. Elle ne participe pas, elle ne paye pas. Je ne veux plus rien avoir avec l'Espagne. Cessez tout échange commercial avec l'Espagne. S'il vous plaît, coupez tout commerce avec l'Espagne, y compris les visites. Derrière les déclarations officielles appelant à l'unité, plusieurs capitales européennes redoutent un retour des rapports de force au sein de l'Alliance. Car au-delà des budgets militaires, c'est la confiance entre partenaires qui semble s'éroder. Je vous rappelle que nous avons signé une déclaration conjointe avec les États-Unis l'année dernière. Nous attendons des États-Unis qu'ils honorent leur engagement dans le cadre de cette déclaration conjointe, tout comme nous l'avons fait. Et enfin, je répète, la Commission veillera toujours à ce que les intérêts de l'Union européenne et de tous nos États membres soient pleinement protégés. Nous continuerons à défendre un commerce transatlantique stable, prévisible et mutuellement bénéfique pour le bénéfice de tous. L'Espagne s'était pour rappel distinguée via de multiples positions jugées très courageuses par les observateurs, notamment sur les dossiers de la guerre contre l'Iran et le génocide à Gaza. Des positions aux antipodes des orientations américaines vis-à-vis de l'Europe. S'il coupe le commerce avec l'Espagne, ce serait très autoritaire, non ? Je veux dire, s'il intervenait dans le fonctionnement de l'économie. On ne peut pas vraiment s'arrêter de commercer. Il serait sans précédent d'arrêter le commerce entre différents pays.
Le paradoxe est frappant, jamais les défis sécuritaires n'ont été aussi nombreux, mais jamais les divergences stratégiques entre les membres de l'OTAN n'ont semblé aussi visibles. Entre les priorités européennes, les intérêts américains et les positions plus affirmées de la Turquie, chacun défend désormais sa propre lecture des menaces. À Ankara, le véritable défi n'était peut-être pas de convaincre les adversaires de l'Alliance, mais de rassurer ses propres membres. Car un OTAN divisé offre inévitablement l'image d'une organisation dont la principale vulnérabilité ne vient plus seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Quelques semaines seulement après un cessez-le-feu présenté comme un pas vers l'apaisement, les tensions entre Washington et Téhéran repartent de plus belle. Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran qui a riposté en visant des installations militaires américaines dans le Golfe. Nelaïd Hamouda. Le calme n'aura été que de courte durée. Moins d'un mois après l'annonce d'une trêve, Washington et Téhéran renouent avec la confrontation militaire. Les États-Unis ont mené de puissantes frappes contre des dizaines de cibles en Iran. Donald Trump hausse le ton et se dit prêt à lancer de nouvelles opérations militaires si nécessaire. Mais ils ont lancé quelques drones, une roquette et un missile sur des navires qui se trouvaient dans le détroit, ce qui est tout à fait légitime. Nous les avons donc frappés très durement hier soir, très durement. Et nous allons probablement les frapper durement à nouveau ce soir. Je les préviens, nous allons les frapper fort ce soir. Réunis avec les dirigeants de l'Alliance Atlantique au sommet de l'OTAN à Ankara en Turquie, Donald Trump a estimé que le cessez-le-feu était désormais caduc et a affiché une ligne de fermeté à l'égard de l'Iran. Pour moi, c'est fini. Je ne veux plus avoir affaire à eux. Ce sont des ordures. Vous savez ce que c'est que d'être des ordures? Ce sont des malades. Ils sont dirigés par des malades. Et ce sont des gens vicieux et violents. Et s'ils avaient l'arme nucléaire, ils l'utiliseraient. Pour moi, c'est fini. Les propos de Donald Trump ont aussitôt trouvé un écho à Téhéran. Dans un message lu à la télévision d'État iranienne, le président du Parlement Mohammad Bakr Kalibaf accuse Washington d'avoir violé le mémorandum d'entente en multipliant les frappes, en rétablissant les sanctions pétrolières et en maintenant la pression militaire sur l'Iran. Le président du Parlement, tout en énumérant les violations du mémorandum d'entente par les États-Unis, a également souligné les violations des accords iraniens dans le détroit d'Ormuz, les menaces persistantes de nouvelles attaques militaires, les attaques contre les régions méridionales de l'Iran, le rétablissement des sanctions pétrolières et la poursuite de l'agression du régime sioniste contre le Liban. L'ère de l'intimidation et des prises d'otages est révolue. Cela ne mène à rien. Nous ne sommes pas un peuple qui recule ou qui cède. Dans la foulée, l'Iran affirme avoir riposté en frappant des installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Les autorités iraniennes préviennent que toute base servant de point d'appui aux opérations américaines pourrait désormais être considérée comme une cible légitime. Cette nouvelle escalade ravive les craintes d'un embrasement régional alors que le détroit d'Ormuz, axe stratégique du commerce mondial des hydrocarbures, reste sous haute tension. Et en Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 73 110 martyrs et 173 599 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce mercredi par les autorités sanitaires palestiniennes. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre dernier, 1084 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3491 autres ont été blessés, tandis que les corps de 799 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.